On vient tout juste de passer en zone jaune en Gaspésie. Il y a toujours très peu de cas de COVID-19 dans la région. Par contre, ces derniers jours, on observe dans plusieurs autres régions du Québec, comme au Bas-Saint-Laurent, par exemple, une nette augmentation des cas. C'est une augmentation qui porte à croire que la fameuse troisième vague, qui est alimentée par des variants, aurait finalement atteint le Québec. J'en parle aujourd'hui avec le directeur régional de la santé publique, le docteur Yves Bonnier-Vigé. Bonjour, docteur Vigé. Oui, bonjour. Docteur Vigé, cette augmentation des cas dans le Bas-Saint-Laurent, est-ce que ça vous inquiète pour la Gaspésie? Bien, certainement, parce que la situation est fragile, même si nous n'avons pas de cas de ce temps-ci. Il reste que le virus peut se propager et les variants, ce qu'on sait des variants, c'est qu'ils sont extrêmement contagieux. Donc, il y a eu des éclosions au Bas-Saint-Laurent assez spectaculaires. Donc, on n'est pas à l'abri de ça. En même temps, il faut se dire qu'un virus, c'est quand même quelque chose de concret. Là. Ça ne peut pas passer par la pensée d'une personne à l'autre. Donc, ça faut vraiment que ça voyage d'une personne à une autre. Et on sait très bien que si on garde nos distances de 2 mètres avec les autres personnes qui ne vivent pas à la même adresse que nous, que si on porte un masque en public et puis si on se lave les mains souvent, ben, le virus, il ne peut pas passer. Alors, donc, on a un peu le pouvoir de combattre le variant puis d'empêcher une troisième vague en Gaspésie et aux îles si on garde ces bonnes habitudes-là. Dans le Bas-Saint-Laurent, le principal lieu de transmission, ce serait les écoles. Le centre de service scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup a fermé toutes ses écoles jusqu'au 5 avril parce qu'il y avait des cas de variants dans plusieurs établissements. Selon vous, est-ce que les problèmes de qualité de l'air dans les écoles les rend particulièrement vulnérables aux variants? Écoutez, c'est un des facteurs possibles, mais probablement que c'est plus la proximité des enfants les uns avec les autres qui est plus importante. Parlant de proximité, dans les mesures d'assouplissement des règles sanitaires par le gouvernement, il y a un retour à temps plein des élèves de 3e, 4e, 5e secondaire, y compris en zone rouge. Est-ce que c'est risqué de faire ça à ce moment-ci? Bien, il y a un risque, mais c'est un risque calculé. Là, on considère qu'on a constaté des problèmes sérieux de décrochage ou de difficulté à se raccrocher à l'école. On a constaté un peu de détresse qui est beaucoup plus importante justement chez les plus jeunes. Donc, il faut mesurer les risques et la décision qui avait été prise de permettre le retour à l'école à temps plein, c'était justement pour permettre de soulager un peu les risques psychosociaux, quitte à prendre un petit peu plus de risques du côté de la contagion. Mais là, c'est sûr que si on va observer ce qui se passe. Si vraiment on n'est pas capable de contrôler avec cette mesure-là, ben, on peut toujours retourner en arrière. Mais pour l'instant, puis dans notre région, en tout cas, on va observer vraiment qu'est-ce qui se passe. Je pense que ça va dépendre aussi de l'épidémiologie de chaque région. Pour protéger à la fois le personnel, les élèves, puis empêcher la transmission, est-ce que vous pensez qu'on devrait vacciner dans les écoles, là, comme on l'a fait dans certaines écoles à Montréal, les parents, le personnel? Mm-hmm. C'est un projet pilote qui se déroule à Montréal actuellement. Avant de savoir si ça va donner des bons résultats, il faut l'analyser. Je pense qu'avant de généraliser des projets pilotes, il faut d'abord tirer les conclusions. Et évidemment, quand on vaccine quelqu'un, son immunité se prend 2 à 3 semaines à se développer. Donc, tant qu'on n'a pas un recul d'un bon mois pour savoir si ça a eu de l'influence sur la transmission, on ne peut pas prendre aucune décision là-dessus. Là. Si ça s'avérait positif, c'est quelque chose probablement qui serait proposé. Et d'ici ce temps-là, on sera déjà rendu à vacciner les parents pratiquement. Justement, la progression de la vaccination au Québec, jusqu'à tout récemment, le premier ministre Legault disait qu'une des raisons qui faisait que on était épargné par la troisième vague au Québec, c'était la vaccination. Pourtant, à ce moment-là, il y avait seulement, quand il disait ça, il y avait seulement environ 10% de la population québécoise qui avait reçu une première dose de vaccin.
quand on regarde ailleurs dans d'autres pays comme la Grande-Bretagne, par exemple, qui était à ce moment-là vaccinée, qui avait reçu une première dose à 50% de sa population, la Grande-Bretagne était quand même frappée assez durement par une troisième vague. Euh, Est-ce que la vaccination progresse assez vite au Québec, selon vous? Elle a été beaucoup retardée parce qu'on n'avait pas de vaccin. On a de plus en plus d'arrivées de vaccins maintenant et de telle sorte qu'en tout cas, on devrait avoir assez de vaccins pour avoir donné une première dose à tout le monde en juin. Et bon, plusieurs auront reçu une deuxième dose à partir de la mi-avril. Ça progresse, mais on sait, compte tenu de ce qu'on connaît de ce virus-là, que ça nous prend une vaccination d'au moins 75% de la population pour stopper l'épidémie. Alors, ça n'ira pas avant juin, effectivement. Est-ce que vous pensez que c'est un objectif pour la Gaspésie, seulement pour la Gaspésie, qui pourrait être atteint avant ou peut-être Ça sera certainement atteint avant pour les îles de la Madeleine, parce qu'ils ont un statut un peu isolé et ils reçoivent plus de vaccins plus rapidement que nous. Nous, il faut suivre l'arrivée qui est un peu provinciale. La répartition, on tente de la rendre la plus équitable possible entre les régions. Donc, nous, ça ne se réalisera certainement pas avant la mi-juin. Il y a le tribunal administratif du travail qui a tout récemment rendu un jugement qui va obliger le gouvernement à fournir des masques N95 au personnel dans le système de santé. C'est quelque chose qui a été retardé. Il a fallu avoir un jugement du tribunal administratif du travail pour que ce soit appliqué. Est-ce que, selon vous, l'entêtement à ne pas fournir des masques au personnel, c'était motivé par la science ou par des facteurs économiques? C'était certainement appuyé par l'incertitude scientifique, mais il y avait aussi tout simplement la disponibilité là, qui était un problème. Je pense que dans tous les jugements qui doivent se prendre au jour le jour dans le cadre de la vaccination, pas de la vaccination, mais dans le cadre de la pandémie, il peut y avoir parfois des erreurs. Je pense qu'il faut le reconnaître. Mais bon, on corrige toujours ces erreurs-là finalement par ces recours-là qu'on a dans nos sociétés démocratiques de pouvoir amener la discussion à plusieurs niveaux, de faire intervenir plusieurs personnes. Je pense que la discussion n'est certainement pas terminée là-dessus, mais entre-temps, je pense que ce qui est important, c'est que les gens soient mieux protégés. Pour rester sur la question de la santé et de la sécurité au travail, mais dans une perspective un peu plus large, il y a le projet de loi 59 avec lequel le gouvernement veut réformer le régime de santé et sécurité au travail. C'est un projet de loi qui est décrié par beaucoup de monde. Je vous en parle parce que ça concerne directement la santé publique et parce qu'aussi il y a les directeurs, directrices régionales de la santé publique qui ont produit un mémoire qui dénonce en fait que cette loi-là ferait en sorte que les entreprises pourraient décider de leur propre plan de prévention sans avoir de rendre compte à la santé publique. Pour qualifier cette réforme-là, le gouvernement utilise beaucoup des mots comme moderniser, dépoussiérer. Ça sous-entend que le projet de loi ferait progresser le régime de santé et sécurité au travail. Mais selon le mémoire des directions de la santé publique, ça dit au contraire que ce serait un recul parce que ça ouvrirait la voie au retour de la médecine d'entreprise en santé au travail. Oui. C'est quoi votre perspective par rapport à ça? D'abord, il faut admettre qu'il y a un aspect de progrès parce que l'ancienne loi n'a jamais réussi à protéger tout le monde. On s'en est tenu depuis 1979 à 3 secteurs prioritaires, délaissant les autres. Donc, la nouvelle loi ouvre vraiment la porte à tous les secteurs. L'autre aspect positif de cette loi-là, c'est qu'elle va aussi tenir compte de tous les aspects psychiques, des atteintes psychiques en milieu de travail, ce qui était difficile à faire valoir dans le contexte de l'ancienne loi. Ceci dit, cette loi-là, qui était très progressive en 1979 quand elle a été promulguée,
Elle a quand même un peu vieilli, mais elle avait comme préoccupation principale d'assurer que c'était une loi qui était en quelque sorte une loi de santé publique qui protégeait tout le monde indistinctement de leur implication dans le milieu de travail. Mais il y avait des gens non touchés. On a parlé des secteurs, mais il y a aussi, par exemple, le personnel des agences, le personnel domestique, etc. Donc, il y a quelques avancées dans la loi qui vont aussi dans le bon sens pour ça. Mais ce que la loi en 79 avait intégré, c'est que le réseau public de santé publique jouait un rôle important et il était un peu un accompagnateur à la fois de la partie patronale et de la partie syndicale et des travailleurs pour permettre d'amener la science au centre de ces débats-là et permettre à tout le monde d'avoir une base commune pour prendre des décisions qui permettaient la santé et la sécurité dans les milieux de travail, de créer des milieux de travail sains, sécuritaires. La première version du projet de loi qui a été déposée excluait la santé publique. Donc, évidemment, c'était un recul très important. Le ministre a eu on a fait plusieurs représentations auprès du ministère du Travail avec tous les autres partenaires. Donc, à peu près tout le monde a convenu qu'il fallait réintroduire la santé publique dans la loi. Et le ministre du Travail a proposé un certain nombre d'amendements qui ramènent la santé publique dans son projet de loi. Alors, évidemment, on est toujours encore à l'étude article par article et on ne sait pas si ces amendements vont rester. On l'espère. On a largement félicité le ministre d'avoir fait ça. Donc, on espère que sa position va être ferme. Et d'autant plus que les indications qu'on a, c'est que tous les partis d'opposition étaient aussi d'accord avec ça. Donc, on pense qu'on a pu éviter ce dommage qui était structurel et profond à cette loi-là, en réintroduisant le rôle de la santé publique dans les milieux de travail. Alors ça, c'est un bon gain. Il reste à voir comment concrètement la loi va être écrite une fois qu'elle sera complètement adoptée. Cette étude-là devrait se terminer en juin, semble-t-il. Alors, on verra concrètement là, ce que ça veut dire. En attendant, on reste assez alerte, on reste à la disposition de toutes les parties qui discutent de cette loi-là pour les aider à comprendre des éléments si jamais c'est pas clair. Il reste que c'est une loi très complexe et la santé au travail était présente depuis 40 ans. Donc, il y a beaucoup d'expertise qui a été accumulée. Donc, c'est un peu normal qu'on ait besoin d'être un peu en conseil, même au niveau de la rédaction de la loi. Ben, écoutez, M. Bonnet-Vigé, c'était toutes les questions que j'avais aujourd'hui. Je vous remercie. Ça me fait plaisir, puis je reste à votre disposition n'importe quand. Ben, je vous remercie beaucoup.